Mon père m'a suspendu jusqu'à ce que je m'excuse auprès de ma sœur. J'ai juste répondu « d'accord ». Le lendemain matin, elle souriait jusqu'à ce qu'elle voie mon bureau vide et ma lettre de démission. Bonjour, mon père m'a suspendu sans salaire pendant 2 semaines parce que j'aurais sapé l'autorité de ma sœur dans l'entreprise familiale. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas discuté, j'ai simplement dit d'accord et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur affichait un sourire satisfait, jusqu'à ce qu'elle découvre mon bureau vide et ma lettre de démission. 3 mois plus tard, il me suppliait de revenir. À ce moment-là, toute l'entreprise était en train de s'effondrer. Voici comment tout s'est passé. Je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans, et j'ai passé 6 ans comme directeur de projet chez Sterling Development Corporation à Chicago. Pas un poste de débutant. Je dirigeais toute la division architecturale. Tous les grands projets qui ont rapporté de l'argent à l'entreprise au cours des 5 dernières années, c'était mon travail. Le programme de logement durable qui a remporté 3 prix du secteur, le mien. Le système de construction modulaire qui a réduit le temps de construction de 40%, le mien aussi. J'ai commencé chez Sterling juste après l'obtention de mon diplôme, à 26 ans, avec un salaire de $58 000 comme architecte junior. La première année, j'ai repensé un projet résidentiel en difficulté à Naperville, ce qui a permis d'économiser $340 000 à l'entreprise et m'a valu une promotion au poste d'architecte senior. À la 3e année, j'étais directeur de projet, avec un salaire de $94 000 plus des primes, à la tête de 12 architectes et ingénieurs. À la 5e année, ma division générait 68% du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit environ $59 millions sur $87 millions par an. Mon bureau avait des bails vitrés du sol au plafond donnant sur la skyline de Chicago, non pas parce que j'y étais né, mais parce que je l'avais gagné à coups de semaines de 80 heures et de délais impossibles transformés en bâtiments achevés. Les murs affichaient mon diplôme d'architecture de l'Illinois, ma certification en ingénierie structurelle et 5 récompenses professionnelles. Un mur présentait des photos de projets terminés, le Riverside Eco Complex, le campus technologique Morrison, lauréat du Green Building Award 2022, et les Lakeshore Luxury Residences mises en avant dans Chicago Magazine. Un autre mur exposait les prototypes des innovations que j'avais développées, le système EcoFrame, les panneaux de régulation thermique, le système de fondation modulaire. J'avais construit quelque chose de concret, une équipe qui respectait le travail, un portefeuille prouvant que le luxe durable n'était pas qu'un slogan marketing, une réputation qui ouvrait des portes. Et mon père, Patrick, le PDG et fondateur, se comportait comme si tout cela lui appartenait par défaut. Car Sterling Development est une entreprise familiale. Patrick l'a fondée il y a 30 ans en réalisant de petits projets résidentiels en banlieue. Aujourd'hui, nous construisons des maisons écologiques de luxe pour des cadres de la tech et des bâtiments commerciaux sur mesure pour des entreprises trop riches. Le chiffre d'affaires de l'an dernier tournait autour de $87 millions, ce qui paraît impressionnant jusqu'à ce qu'on réalise que, vu notre portefeuille de projets, nous devrions plutôt atteindre $120 millions. La différence ? Ma sœur, Vanessa. Vanessa, 29 ans, est vice-présidente des relations clients. Un titre qui sonne important jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle l'a obtenu à 25 ans, sans aucune expérience dans le secteur. Son diplôme est en communication, obtenu dans une école privée de milieu de gamme qui a coûté $180 000 de frais de scolarité à Patrick. Elle n'a jamais conçu un bâtiment. Elle n'a jamais dirigé un chantier. Elle n'a jamais fait de calcul de charges structurelles ni examiné une demande de permis. Ce qu'elle sait faire, en revanche, c'est sourire aux gens riches et leur promettre des choses physiquement impossibles à réaliser. Le schéma a commencé dès son premier mois. Elle a promis à un client de Winnetka une extension sur mesure en 6 semaines, en plein hiver à Chicago, quand le béton ne peut pas durcir correctement en dessous de 4 degrés Celsius. J'ai dû négocier personnellement avec le client, lui expliquer les contraintes météorologiques et repousser le calendrier à 4 mois. Le client était furieux, mais compréhensif. Vanessa a conservé sa commission. Ensuite, il y a eu le projet Dog Park, où elle a sous-évalué le budget de $340 000 parce qu'elle avait oublié de prendre en compte le marbre italien sur mesure que le client avait expressément demandé. J'ai trouvé des économies ailleurs, négocié de meilleurs tarifs avec des fournisseurs avec lesquels j'avais construit des relations, et nous avons dépassé son budget initial de seulement $80 000. Patrick l'a félicité pour avoir décroché un projet aussi rentable. Mon préféré reste le désastre d'Evanston. Vanessa a promis à un client que nous pouvions construire sur un terrain qui n'avait même pas encore été expertisé. Il s'est avéré que la propriété avait le statut de zone humide protégée, rendant toute construction illégale sans mesure d'atténuation importante. J'ai passé 3 mois à travailler avec des consultants environnementaux et des responsables municipaux pour repenser le projet sur un terrain adjacent. Le client a menacé de nous poursuivre, mais a finalement accepté les changements. La réponse de Vanessa quand j'ai soulevé le problème ? C'est pour sa compta, pour gérer les détails. Pendant des années, je l'ai couverte. Elle promettait à un client une maison sur mesure en 90 jours. Je faisais des miracles pour livrer. Elle sous-évaluait un budget de 30%. Je trouvais des moyens de réduire les coûts sans compromettre la qualité. Elle oubliait de déposer les permis.
J'arrangeais les choses avec les inspecteurs municipaux avec lesquels j'avais bâti des relations en 6 ans. La règle tacite était simple. Vanessa amenait les clients avec ses discours de vente, ses tenues de créateur achetées chez Nordstrom et son charme. Moi, je livrais les bâtiments réels, ceux qui ne s'effondraient pas et ne violaient pas les codes du bâtiment. Patrick pouvait jouer au père fier de ses 2 enfants pendant que l'argent rentrait. Les commissions annuelles de Vanessa avoisinaient les 280 000 $. Mon salaire était de 94 000 $, avec une prime annuelle de 12 000 $ si les projets restaient sous le budget, ce qui arrivait toujours, parce que j'étais bon dans mon travail. Patrick adorait cet arrangement. Lors des événements professionnels, il présentait Vanessa comme le visage de l'avenir de Sterling Développement. Moi, j'étais l'expert technique qui rendait tout cela possible. Pas son fils qui avait bâti la réputation moderne de l'entreprise, juste l'expert technique. Comme si j'étais un appareil électroménager livré avec le bâtiment. La règle tacite était simple, Vanessa obtenait le crédit et les commissions. Moi, j'avais un salaire et la satisfaction de savoir que les bâtiments ne s'effondraient pas. Je me disais que ça allait. J'apprenais, je construisais ma réputation, j'attendais le bon moment pour créer mon propre cabinet, les mensonges habituels que les gens se racontent quand ils sont exploités par leur famille. Puis, il y a 3 jours, Vanessa a conclu un contrat qui m'a finalement fait dépasser mon point de rupture. Le client était un cadre de la tech de la Silicon Valley qui avait fait fortune dans les crypto-monnaies. Il voulait un manoir de 20 millions $ au bord du lac, destiné à redéfinir le luxe durable et à figurer dans Architectural Digest. Très bien. Nous avions déjà réalisé ce genre de projet. Vanessa a pris le rendez-vous sans moi, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle est revenue avec un contrat signé et un sourire qui annonçait des ennuis. Contrat conclu, a-t-elle annoncé en entrant dans la réunion exécutive du lundi matin comme si elle venait de gagner à la loterie. Projet à 20 millions $, commission de 12%. Le client est prêt à lancer les travaux le mois prochain. Patrick rayonnait. Excellent travail, ma chérie. C'est exactement le genre de projet très médiatisé dont nous avons besoin. J'étais en train d'examiner les projections budgétaires trimestrielles, à moitié distrait. Puis Vanessa a fait glisser le contrat de l'autre côté de la table. Jordan, tu devrais regarder le calendrier. Le client est très enthousiaste à l'idée d'emménager avant l'hiver. J'ai pris le contrat et j'ai vu la date de livraison, 90 jours après l'obtention du permis. Mon estomac s'est noué. C'est une erreur, ai-je dit en gardant ma voix calme. Ça doit être une faute de frappe. Le sourire de Vanessa n'a pas vacillé. Aucune erreur. Je lui ai promis une maison prête à emménager pour le 15 octobre. C'est ce qu'il fallait pour conclure le contrat. Vanessa, c'est une maison sur mesure de 8000 pieds carrés avec des systèmes environnementaux avancés. Les fondations à elles seules nécessitent 4 semaines de cure correcte. Les panneaux de verre sur mesure ont un délai de fabrication de 12 semaines. Les permis prendront au moins 8 semaines à être délivrés. Elle a fait un geste de la main, agacé. C'est pour ça qu'on t'a. Tu trouves toujours une solution. J'ai regardé Patrick, attendant qu'il fasse preuve de bon sens. Il me regardait avec une expression d'attente, comme si j'allais résoudre un problème de maths dont il connaissait déjà la réponse. Papa, c'est physiquement impossible. Même en coupant les coins, ce qu'on ne peut pas faire à cause des codes du bâtiment, il nous faudrait au minimum 9 mois. J'ai déjà entendu impossible de ta part, Jordan, a-t-il répondu, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les bâtiments sont toujours terminés. Parce que je fais des miracles dans les limites des lois de la physique. Ce n'est pas un miracle. C'est de la fraude. Si nous promettons 90 jours et livrons en 9 mois, le client nous poursuivra pour rupture de contrat. Vanessa s'est adossée à son fauteuil, examinant ses ongles. Peut-être que si tu passais moins de temps à trouver des excuses et plus de temps à gérer ton équipe, on n'aurait pas ce problème. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas sur un coup d'émotion. J'avais dépassé le stade émotionnel depuis longtemps. J'agissais de manière stratégique. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le logiciel de gestion de projet. J'ai passé les 2 heures suivantes à construire un calendrier de construction réaliste, avec chaque tâche, chaque dépendance et chaque allocation de ressources clairement détaillées. J'ai ajouté des marges pour les retards liés à la météo et aux livraisons de matériaux. J'ai lancé l'analyse du chemin critique 3 fois pour être sûr que tout était irréprochable. Le résultat ? 267 jours entre l'obtention du permis et le certificat d'occupation. Presque 9 mois. J'ai compilé le tout dans un rapport professionnel, avec des photos de projets similaires, des témoignages d'entrepreneurs sur les délais de livraison et des citations des codes du bâtiment de l'Illinois qui régissent les temps de cure et les calendriers d'inspection. Impossible à contester. Puis je l'ai envoyé au client, en mettant Vanessa et Patrick en copie. L'email était simple. Cher Monsieur Chen, merci d'avoir choisi Sterling Développement. Après avoir examiné en détail les spécifications du projet, je souhaite vous fournir un calendrier réaliste afin de garantir la qualité et la conformité que vous êtes en droit d'attendre. Veuillez trouver en pièce jointe le planning de construction. Je reste à votre disposition pour toute question. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 18h47, un mardi. À 19h15, Vanessa hurlait devant mon bureau. Elle n'a pas frappé, elle a fait irruption pendant que je vérifiais les calculs structurels d'un autre projet. « Qu'est-ce que tu viens de faire, bordel ?» Elle criait,
le visage rouge de rage. J'ai envoyé au client un calendrier exact, ai-je répondu calmement, sans lever les yeux de mon écran. Ça s'appelle l'intégrité professionnelle. Tu viens de torpiller mon contrat. Il menace de se retirer. Alors il devrait se retirer, parce que nous ne pouvons pas livrer ce que tu as promis, et faire semblant du contraire se terminera par un procès qui nous coûtera bien plus cher que la commission que tu poursuis. Elle a frappé du poing sur mon bureau. Je suis vice-présidente des relations clients. Tu ne contactes pas mes clients sans mon autorisation. Et moi, je suis le directeur de projet qui doit réellement construire ces bâtiments. Quand tu promets l'impossible, ça devient mon problème. Je suis en train de résoudre le problème. Elle a sorti son téléphone, les doigts volants sur l'écran. 2 minutes plus tard, Patrick appelait la ligne de mon bureau. Jordan, dans mon bureau. Maintenant. J'ai sauvegardé mon travail, fermé mon ordinateur portable et traversé le couloir jusqu'à la suite exécutive. Vanessa était déjà là, assise dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Patrick, les bras croisés, avec ce sourire suffisant sur le visage. Patrick était derrière son bureau, les mains jointes, me regardant comme si j'étais un adolescent pris en flagrant délit de vol à l'étalage. Vanessa me dit que tu es passé au-dessus de sa tête avec un client, sans autorisation. J'ai fourni des informations exactes sur le projet pour éviter un procès pour rupture de contrat. Tu as sapé l'autorité de ta sœur. J'ai empêché l'entreprise de commettre une fraude. Sa mâchoire s'est crispée. On n'utilise pas ce mot dans ce bureau. Alors quel mot préfères-tu? Fausse représentation? Promesse mensongère? Déclaration négligente? Vanessa s'est interposée, la voix dégoulinante de fausse sollicitude. Jordan, je sais que tu es stressé. Tu travailles énormément, mais tu ne peux pas envoyer des emails aux clients quand ça te chante. Il y a une hiérarchie. La hiérarchie ne remplace pas les lois de la physique, Vanessa. Patrick s'est levé, un geste d'autorité qu'il utilisait pour intimider. Voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Monsieur Chen et t'excuser. Tu vas lui dire que tu as été excessivement prudent et que nous pouvons parfaitement respecter le calendrier promis par Vanessa. Je ne mentirai pas à un client. Alors tu es suspendu. 2 semaines. Sans salaire. Et quand tu reviendras, tu présenteras tes excuses à ta sœur pour cette insubordination. La pièce est devenue silencieuse. Vanessa essayait de ne pas sourire. J'ai regardé Patrick, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que j'évitais depuis 6 ans. Il ne me voyait pas comme son fils. Il me voyait comme une ressource, une machine qui produisait des bâtiments et résolvait des problèmes. Quand la machine remettait en question sa programmation, on l'arrêtait pour maintenance. D'accord, ai-je dit. Pas, oui, monsieur, ni, je comprends, ni aucune des réponses qu'il attendait. Juste un mot, d'accord. La façon dont son visage a changé m'a confirmé qu'il avait parfaitement compris ce que je voulais dire. Ce n'était pas de la soumission, c'était de l'acceptation. J'acceptais que nous avions des valeurs fondamentalement différentes et que tenter de le faire changer d'avis était une perte de temps. Je suis sorti de son bureau sans un mot de plus. Mon bureau avait été mon sanctuaire pendant 6 ans. Tout ce qu'il contenait représentait quelque chose que j'avais construit ou gagné, le diplôme de l'Illinois que j'avais payé moi-même, la certification en ingénierie structurelle pour laquelle j'avais étudié tout en travaillant 60 heures par semaine, les récompenses de l'Illinois Architecture Foundation, les photos de mon équipe célébrant des projets achevés. J'avais bâti une carrière ici, une réputation, un standard d'excellence que Sterling Development n'avait jamais atteint avant mon arrivée, et maintenant j'allais démanteler tout cela. J'ai fermé la porte, sans la verrouiller, inutile, et j'ai sorti 3 cartons du local à fourniture. Puis j'ai commencé à emballer méthodiquement. Les diplômes d'abord. Je les ai enveloppés dans du papier bulle, non pas avec nostalgie, mais avec l'efficacité de quelqu'un qui archive des preuves. Les trophées ensuite. Puis les photos de projet. Les prototypes des systèmes structurels que j'avais conçus. Mon assistante, Amy, a frappé et passé la tête. Elle avait l'air terrorisée. Dans un bureau, les rumeurs circulent plus vite que les emails. Jordan, ça va? J'ai entendu dire que tu prenais un congé. Amy, rentre chez toi pour la journée. Tu seras quand même payé, mais j'ai besoin que tu quittes le bureau. Mais j'ai cette présentation à terminer pour. Ça n'a plus d'importance. Rentre chez toi. Elle est restée immobile un instant, confuse, puis a hoché la tête et est partie. Fille intelligente. Elle comprendrait assez vite. En emballant, je revenais sans cesse sur un objet, le prototype du Sterling Signature EcoFrame. C'était la pièce maîtresse, un système porteur modulaire et durable qui réduisait le temps de construction de 40% et augmentait l'efficacité énergétique de 50%. Il m'avait fallu 2 ans pour le concevoir, le tester et le perfectionner. Des centaines d'heures de calcul, des dizaines de prototypes ratés, des réunions avec des ingénieurs structurels et des scientifiques des matériaux. Patrick l'adorait parce qu'il lui faisait économiser des millions en matériaux et en main-d'œuvre. Vanessa l'adorait parce qu'elle pouvait le vendre comme une technologie verte révolutionnaire. Aucun des deux ne savait que j'avais déposé les brevets à mon propre nom. C'est ça, travailler dans une entreprise familiale. On apprend très tôt à se protéger. Dès ma première année chez Sterling, j'ai vu Patrick s'approprier le mérite d'une conception de fondation innovante mise au point par un architecte senior nommé Douglas Chen, qui réduisait les problèmes d'affaissement dans les sols argileux.
Douglas avait passé 8 mois à la perfectionner, à la tester sur 3 projets différents, à documenter chaque modification. Patrick l'a présenté lors d'une conférence professionnelle comme « l'approche révolutionnaire de Sterling Développement face au sol difficile ». Il n'a jamais mentionné Douglas une seule fois. Douglas a démissionné 3 mois plus tard et a créé son propre cabinet. Patrick a continué à utiliser sa conception sans compensation ni attribution. J'ai retenu la leçon immédiatement. Dès ma 2e année, j'ai commencé à tout documenter. Chaque innovation, chaque amélioration de processus, chaque modification de conception qui rendait les projets plus rapides ou moins coûteux, je tenais des carnets techniques détaillés avec dates, croquis et calculs, le genre de documentation qui tient la route dans une demande de brevet. La 3e année, j'ai rencontré Patricia Kim, une avocate spécialisée en propriété intellectuelle qui traitait des affaires de brevets architecturaux. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de l'Illinois Architecture Foundation. Elle m'a tendu sa carte avec un sourire entendu. Documentez tout, m'a-t-elle dit, et envisagez de déposer des brevets provisoires avant de montrer votre travail à qui que ce soit. Cette conversation a tout changé. J'ai créé ma propre LLC, Sterling Innovation LLC, en utilisant volontairement le nom Sterling pour ne pas éveiller les soupçons. Cela m'a coûté $800 pour l'enregistrement dans l'Illinois. J'ai commencé à faire passer les demandes de brevets par la LLC plutôt que par Sterling Développement. Le système EcoFrame m'a pris 2 ans à perfectionner. Tout a commencé par un concept de base. Et si les murs porteurs pouvaient être modulaires et fabriqués hors site? J'ai passé mes week-ends à dessiner des plans, à lancer des simulations, à calculer les répartitions de charges. J'ai utilisé mon propre argent, environ $14 000, pour construire des prototypes et les tester dans un laboratoire à Schaumbourg. J'ai déposé la demande de brevet provisoire dès ma 3e année, avant même de mentionner le système à Patrick. J'ai ensuite passé 9 mois supplémentaires à l'affiner sur la base de tests en conditions réelles. J'ai déposé le brevet d'utilité complet en 4e année. Au moment où Patrick a vu le système finalisé et compris combien il pouvait rapporter à Sterling Développement, la propriété intellectuelle était déjà verrouillée à mon nom. Même schéma pour les panneaux de régulation thermique, 18 mois de développement, $8 200 de coûts de test que j'ai payé moi-même, brevet déposé avant que Patrick ne sache que ça existait. Le système de fondation modulaire, 11 mois de travail, $5 400 en matériaux et essais, brevet sécurisé. En 6 ans, j'ai déposé 14 brevets couvrant divers aspects de la construction durable, des systèmes de bâtiments modulaires et des innovations structurelles. Coût total? Environ $47 000 en frais juridiques, coûts de test et dépenses de développement, tous payés sur mon propre salaire, méticuleusement documentés, parfaitement légaux. Sterling Développement s'était appuyé sur mes innovations pendant 6 ans. Patrick et Vanessa n'avaient aucune idée qu'ils les exploitaient sous une licence implicite qui pouvait prendre fin à tout moment. J'ai scellé les cartons avec du ruban adhésif et je les ai empilés près de la porte. Le bureau avait maintenant un aspect stérile, générique, comme si je n'y avais jamais travaillé. C'était exactement le but. Patrick voulait me donner une leçon de hiérarchie. Il voulait que je reste chez moi pendant 2 semaines à réfléchir à mon insubordination. Il voulait que je revienne reconnaissant pour mon salaire et prêt à m'excuser. Il venait de m'offrir la stratégie de sortie parfaite. J'ai sorti mon ordinateur portable une dernière fois, ouvert un document vierge, tapé 2 paragraphes, imprimé le tout sur papier à en-tête de l'entreprise, signé en bas, puis je l'ai laissé au centre de mon bureau désormais vide, là où Vanessa le verrait dès le lendemain matin. La lettre de démission était simple. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste de directeur de projet chez Sterling Développement Corporation. Veuillez considérer ceci comme ma notification officielle. Je ne reprendrai pas mon poste à l'issue de ma période de suspension. Tous les projets en cours actuellement sous ma supervision devront être réaffectés. Je vous remercie pour l'opportunité de contribuer à la croissance de l'entreprise au cours des 6 dernières années. Cordialement, Jordan Sterling. Je n'ai pas mentionné Vanessa. Je n'ai pas évoqué le calendrier impossible. Je n'ai pas expliqué mes raisons. Professionnelles et nettes. Le genre de lettre de démission qui paraît parfaitement raisonnable aux yeux de n'importe quel avocat qui l'examinerait plus tard. J'ai porté les cartons jusqu'à ma voiture, une Honda Civic de 2015 avec 143 000 miles au compteur qui fonctionnait parfaitement, et je suis rentré chez moi. Mon appartement était un modeste 2 pièces à Lakeview. Rien de luxueux, mais payé avec l'argent que j'avais gagné, et que personne ne pouvait m'enlever. Ce soir-là, j'ai sorti des dossiers que j'organisais depuis 2 ans, la documentation des brevets du système EcoFrame, des contrats de licence que j'avais rédigés sans jamais les exécuter, les coordonnées de concurrents qui avaient tenté de me recruter au fil des ans, et un business plan pour mon propre cabinet de conseil en architecture que j'avais écrit pendant des week-ends plus calmes. Je me préparais à ce moment depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Une part de moi avait toujours su que ça se terminerait ainsi. Vers 21h, mon téléphone s'est mis à sonner. Vanessa. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé immédiatement. Rejeté encore. Puis Patrick a appelé. Puis Vanessa à nouveau. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6h par habitude. J'ai fait du café, je suis allé courir le long du lac,
Je suis rentré et j'ai réellement pris un petit déjeuner au lieu d'engloutir une barre protéinée dans les embouteillages. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai rallumé vers 10 heures, juste pour voir ce qui s'était passé. 47 appels manqués. 32 messages. 15 messages vocaux. Les textos montraient une progression allant de la confusion à la panique. Vanessa, où es-tu? On a la réunion client à 9 heures. Vanessa, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Vanessa, Jordan. Réponds à ton téléphone tout de suite. Patrick, nous devons discuter de ta démission. C'est inacceptable. Appelle-moi immédiatement. On peut arranger ça. Ami, Jordan, tout le monde panique. Ils ont trouvé ta lettre. Qu'est-ce qui se passe? Les messages vocaux étaient encore meilleurs. Je les ai écoutés en me faisant une deuxième tasse de café. La voix de Patrick, essayant de paraître calme sans y parvenir. Jordan, je pense que nous avons tous les deux dit des choses sous le coup de la colère hier. Parlons-en comme des adultes. La suspension était une réaction excessive. Reviens au bureau. Vanessa, sans même tenter de cacher la panique, tu ne peux pas simplement démissionner. On a 6 projets en cours que tu diriges. C'est tellement égoïste. Puis l'avocat de Sterling Développement, un certain Harrison, Monsieur Sterling, ici Harrison Webb du service juridique. Nous devons discuter de la transition de vos projets en cours et de toute obligation contractuelle éventuelle. Merci de me rappeler dès que possible. J'ai tout supprimé sans répondre. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à passer de vrais appels, à des gens qui respectaient réellement mon travail. Le premier est allé à Nathan Rodriguez, associé principal chez Apex Architecture. Nous avions travaillé ensemble sur un projet commun 2 ans plus tôt. Sterling Développement s'occupait de l'ingénierie structurelle, Apex de la conception architecturale. Nathan essayait de me recruter depuis. Jordan, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté Sterling Développement. Je lance mon propre cabinet de conseil, axé sur l'ingénierie structurelle durable et l'innovation architecturale. Je voulais savoir si tu serais intéressé par du travail en prestation pour certains de tes projets à venir. Long silence. Tu es sérieux? Tu es vraiment parti? Parti hier. J'ai des systèmes propriétaires de construction modulaire et de conception durable qui pourraient réduire tes coûts de projet de 30% tout en améliorant l'efficacité. Ça t'intéresse? Évidemment que ça m'intéresse. Quand est-ce qu'on se voit? Nous avons fixé un déjeuner pour le lendemain. 2 heures plus tard, j'avais des rendez-vous prévus avec 4 autres cabinets. À la fin de la semaine, j'avais signé 3 contrats de conseil à $200 de l'heure, bien plus que ce que je gagnais chez Sterling Développement si l'on tenait compte de toutes les heures supplémentaires non payées. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup, c'était les brevets. J'ai appelé mon avocate, une femme redoutablement efficace nommée Patricia, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Je travaillais avec elle depuis 2 ans, pour la création de la LLC et le dépôt de brevets pour chaque innovation majeure que j'avais développée. Patricia, c'est le moment. Je veux commencer à concéder sous licence le système EcoFrame aux concurrents de Sterling. Elle a marqué une pause. Tu es sûr? Une fois que tu feras ça, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en suis sûr. Rédige les contrats de licence, au tarif du marché plus des redevances, et envoie une mise en demeure à Sterling Développement pour toute utilisation non autorisée de mes systèmes brevetés. Ça va leur faire mal. Ils utilisent tes conceptions comme produit phare. Je sais. C'est justement le but. Il a fallu exactement 4 jours à Sterling Développement pour comprendre qu'ils étaient dans de très sérieux ennuis. Le premier signe est apparu avec le projet Highland Park Estate, un programme de luxe de 8 maisons sur mesure, à mi-chemin de la construction. Tout utilisait le système EcoFrame. Le 3e jour, l'entrepreneur général m'a appelé directement. Jordan, ici Mike Chen de Lakeside Construction. On a un problème sur le projet de Highland Park. L'équipe d'ingénierie pose des questions sur les spécifications de l'EcoFrame, et personne chez Sterling n'est capable d'expliquer comment fonctionne la répartition des charges. C'est parce que je l'ai conçu, et que je ne travaille plus là-bas. Ils disent pouvoir terminer sans toi, mais l'architecte junior qu'ils ont affecté au projet ne comprend pas les calculs structurels. Il veut passer à des poutres en acier traditionnel. Ce qui doublera tes coûts de matériaux et ajoutera 6 semaines au calendrier. Je sais, et c'est pour ça que je t'appelle. Est-ce qu'on peut t'engager directement comme consultant pour terminer le projet? Je lui ai donné mon tarif de consultant. Il a accepté immédiatement. J'ai rédigé un contrat précisant clairement que j'étais un consultant indépendant, pas un employé de Sterling Développement. 2 heures plus tard, Mike m'a rappelé, visiblement stressé. Jordan, je viens de recevoir un appel de Patrick Sterling. Il menace de me poursuivre si je t'engage sur ce projet. Sur quel fondement? Je ne travaille plus pour lui. Je suis consultant indépendant, et toi, tu es un entrepreneur privé. Il n'a aucune qualité pour agir. Il dit que tu utilises des informations propriétaires de l'entreprise. J'ai failli rire. Mike, je vais t'envoyer des documents prouvant que je suis propriétaire des brevets du système EcoFrame. Sterling Développement utilisait ma propriété intellectuelle sous une licence implicite qui a pris fin quand j'ai démissionné. En réalité, ce sont eux qui utilisent des informations propriétaires sans autorisation. Silence.
Tu es en train de me dire que Patrick ne possède pas la conception de son produit phare? Exact. C'est moi qui la possède. Et je vais le rendre très clair. Cet après-midi-là, Patricia a envoyé la lettre de mise en demeure à Sterling Développement par courrier recommandé. La lettre était magnifiquement rédigée, claire, professionnelle et absolument dévastatrice. Elle informait l'entreprise que tous les brevets du système EcoFrame appartenaient à ma LLC, que ma démission avait mis fin à toute licence implicite d'utilisation, et que toute utilisation continue sans accord de licence formelle constituait une violation de propriété intellectuelle. La lettre incluait une liste de tous les projets actifs de Sterling Développement utilisant mes systèmes brevetés, accompagnés de documents prouvant ma propriété. Elle proposait également un accord de licence au tarif du marché, $50 000 par projet, plus 3% du chiffre d'affaires du projet en redevance continue. Patrick m'a appelé dans l'heure qui a suivi la signature du recommandé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Sa voix était différente cette fois. Pas en colère. Effrayé. Jordan, il faut qu'on parle de cette mise en demeure. C'est absurde. Tu as développé ces systèmes en travaillant pour Sterling Développement. L'entreprise détient cette propriété intellectuelle. J'ai appelé Patricia. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Reste professionnel. N'admets rien. Ne fais aucune menace. Contente-toi d'énoncer les faits. J'ai répondu à Patrick par email. Pas par téléphone. Par email. Pour que tout soit documenté. Patrick, j'ai développé le système EcoFrame et toutes les innovations associées sur mon temps personnel, en utilisant mes propres ressources. Tous les brevets ont été déposés via ma LLC personnelle avant toute mise en œuvre chez Sterling Développement. Vous EZ sous une licence implicite pendant mon emploi. Cette licence a pris fin avec ma démission. Si vous souhaitez continuer à utiliser ces systèmes, nous pouvons discuter d'un accord de licence formel. À défaut, vous pouvez repenser vos projets en cours avec des systèmes alternatifs. Cordialement, Jordan. Sa réponse est arrivée 4 minutes plus tard, en majuscule. C'est de l'extorsion. Je ne me laisserai pas faire par mon propre fils. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré l'email à Patricia avec une note, merci de documenter ceci pour toute procédure judiciaire future. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai observé Sterling Développement s'effondrer au ralenti par l'intermédiaire de contacts du secteur qui me tenaient informé. Le projet de Highland Park a complètement calé au 6e jour. L'architecte junior que Patrick avait embauché, un jeune diplômé nommé Kevin, qui avait travaillé sous mes ordres pendant 8 mois, a tenté de redessiner le système structurel avec des méthodes traditionnelles. Le pauvre était complètement dépassé. Je l'avais suffisamment formé pour suivre mes conceptions, mais il n'avait pas l'expérience nécessaire pour en créer de nouvelles à partir de zéro. Mike Shen, l'entrepreneur général, m'envoyait des mises à jour quotidiennes, même si je ne les avais pas demandées. Jour 7, Kevin propose d'utiliser des poutres en acier en e-standard au lieu de l'EcoFrame. Les coûts de matériaux viennent de passer de $340 000 à $680 000. Les clients paniquent. Jour 9, construction interrompue. Les calculs de Kevin ne tiennent pas compte de la dilatation thermique du système de vitrage sur mesure. Si on construit comme il l'a prévu, les vitres se fissureront dans les 6 mois. Jour 12, 3 des 8 propriétaires menacent de se retirer. Les acomptes sont sous séquestre, mais ils prennent des avocats. Chaque message était un clou de plus dans le cercueil de Sterling. Le manoir au bord du lac que Vanessa avait promis en 90 jours? Ce projet a implosé de manière spectaculaire au 10e jour. Le dirigeant de la tech qui avait signé le contrat a engagé un expert en construction judiciaire pour comparer le calendrier que je lui avais envoyé avec celui promis par Vanessa. Le rapport était accablant, il démontrait que le calendrier de Vanessa était physiquement impossible, même avec des ressources illimitées et des conditions météorologiques parfaites. L'action en justice est tombée au 14e jour, déposée auprès du tribunal du comté de Cook, dossier numéro 2024 L003847. Par curiosité, j'ai consulté le dépôt public. Les chefs d'accusation étaient dévastateurs, incitation frauduleuse, rupture de contrat, fausse déclaration par négligence. Le client ne réclamait pas seulement le remboursement de son acompte de $800 000, il demandait également $2 400 000 de dommages indirects pour avoir dû annuler son déménagement depuis la Californie. J'ai appris par un contact commun à la société de titres que Patrick avait dû contracter un prêt relais de $3 millions en mettant sa maison au bord du lac en garantie, simplement pour couvrir les frais de défense juridique et un éventuel règlement. Le taux d'intérêt était de 9,5%, car sa cote de crédit avait été affectée lorsque Sterling Développement avait manqué des paiements à 3 fournisseurs différents. Le projet commercial d'Arlington Heights, un immeuble de bureau de $6 200 000, achevé à 60%, s'est arrêté net au 16e jour. Celui-là m'a fait mal, parce que j'aimais sincèrement ce client, une petite entreprise technologique en pleine croissance qui avait besoin de ses propres locaux. Le projet utilisait le système EcoFrame pour les murs porteurs intérieurs. Sans moi pour superviser, l'équipe de charpentiers n'a pas compris la séquence d'installation. Ils ont posé les panneaux dans le mauvais ordre, compromettant l'intégrité structurelle de toute l'aile ouest. L'ingénieur structure de ce projet, un certain Tom Bradshaw, avec qui j'avais travaillé sur 4 chantiers précédents, m'a appelé directement. Jordan,
J'ai dû mettre tout le secteur ouest en arrêt de chantier. Ils vont devoir tout démolir et reconstruire. On parle de 340 000 $ de travaux de reprise, plus 8 semaines supplémentaires sur le planning. Le client exige que Patrick prenne les coûts en charge, puisqu'il s'agit d'une erreur de conception de Sterling. Ce n'était pas une erreur de conception, ai-je corrigé. C'était une erreur d'installation, parce que Patrick a confié un système structurel complexe à un architecte non formé. Tu veux intervenir comme consultant pour corriger ça? Je peux te faire venir comme expert indépendant. Envoie-moi le contrat. Mon tarif est de 200 $ de l'heure. Tom m'a engagé cet après-midi-là. J'ai passé 4 jours sur site à superviser la démolition et la reconstruction de l'aile ouest, en apprenant à l'équipe de charpentiers la bonne séquence d'installation. J'ai facturé directement le client de Sterling Développement, 9600 $ plus les frais. Le client a payé sans rechigner, parce que je savais réellement ce que je faisais. Pendant ce temps, 2 autres projets se sont totalement arrêtés lorsque les clients ont retiré leurs acomptes après avoir entendu parler du procès. L'un était une maison sur mesure de 4 800 000 $ à Lake Forest. L'autre, un projet de rénovation de 3 200 000 $ à Lincoln Park. Les 2 clients avaient versé des acomptes de 15%, soit un total de 1 200 000 $, que Patrick avait déjà dépensé en frais de fonctionnement au lieu de les placer sous séquestre comme il aurait dû. Les clients ont immédiatement pris des avocats. D'autres procès ont été intentés, davantage de frais juridiques, et encore plus de dégâts pour la réputation de Sterling. Vanessa a essayé de m'appeler 6 fois en une seule journée. Elle a laissé des messages vocaux qui commençaient par de fausses excuses et se terminaient par des menaces à peine voilées. Jordan, je sais qu'on a une eau différente, mais là, c'est plus important que nous deux. L'entreprise est en difficulté. Des emplois sont en jeu. Tu dois revenir et aider à réparer tout ça. Puis, comme je ne répondais pas. Très bien. Sois égoïste. Mais quand cette entreprise coulera, ce sera de ta faute. J'espère que tu pourras vivre avec ça. J'ai supprimé chaque message vocal sans les écouter jusqu'au bout. Pendant ce temps, mon activité de conseil prospérait bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Le premier contrat est arrivé par l'intermédiaire de Nathan Rodriguez, chez Apex Architecture, dès le 3e jour après ma démission. Nous nous sommes retrouvés pour ce qui devait être un déjeuner informel dans un restaurant de River North. Cela s'est transformé en une réunion d'affaires de 3 heures, au cours de laquelle Nathan m'a exposé 6 projets sur lesquels son cabinet bloquait, tous nécessitant exactement le type de solution structurelle durable que je développais depuis des années. Je vais être franc avec toi, a dit Nathan en repoussant son assiette et en sortant un dossier rempli de spécifications de projets. On a un programme mixte de 12 millions $ à Pilsen qui est à l'arrêt, parce qu'on n'arrive pas à respecter les nouvelles exigences d'efficacité énergétique de la ville sans exploser le budget. Ton système EcoFrame réglerait le problème. Mais Patrick nous a demandé 280 000 $ rien que pour les droits de licence, avant même que tu interviennes. J'ai examiné les documents. C'était un bon projet, des logements abordables aux 3 premiers étages, des espaces commerciaux au rez-de-chaussée, une installation solaire sur le toit. Exactement le genre de projet qui sert réellement les communautés, plutôt que de simples particuliers fortunés. Je ferai le conseil en conception structurelle à 200 $ de l'heure, et je concéderai la licence du système EcoFrame pour 35 000 $, plus 1,5% des économies de coûts de construction que vous réaliserez par rapport aux méthodes traditionnelles. Vous économiserez environ 180 000 $ en matériaux et 8 semaines sur le calendrier. Nathan n'a pas hésité. Marché conclu. Quand peux-tu commencer? Le contrat a été signé cet après-midi-là. Ce projet est devenu ma preuve de concept. Terminé en 6 semaines, avec un coût inférieur de 220 000 $ à la projection budgétaire initiale. Le client était tellement satisfait qu'il m'a recommandé à 3 autres promoteurs. Dès la 2e semaine, j'avais des contrats de conseil avec 4 cabinets différents. Apex Architecture, contrat de 47 000 $ pour le projet de Pilsen. Morrison & Associates, 23 000 $ pour l'examen structurel d'une rénovation de bureaux en difficulté. Greenspace Builders, 31 000 $ pour un projet résidentiel durable à Oak Park. Urban Core Développement, 28 000 $ pour la refonte d'un immeuble commercial en centre-ville. Revenu en seulement 2 semaines, 129 000 $. Plus que ce que je gagnais en 6 mois chez Sterling Développement, en tenant compte de toutes les heures supplémentaires non payées. La nouvelle s'est répandue très vite dans la communauté architecturale de Chicago. Apparemment, beaucoup de cabinets avaient observé l'ascension de Sterling Développement avec envie, se demandant comment Patrick parvenait à livrer ses projets avec une telle efficacité. Désormais, ils savaient. Ce n'était ni Patrick ni Vanessa. C'étaient les systèmes que j'avais développés. Et soudain, ces systèmes étaient accessibles à tout le monde, sauf à Sterling. La 3e semaine, j'ai embauché ma première employée, Amy, mon ancienne assistante chez Sterling. Elle avait démissionné le lendemain de mon départ, visiblement lassée de voir Vanessa la traiter comme une servante personnelle. Elle m'a appelé en pleurs, m'expliquant que Patrick venait de lui crier dessus pendant 20 minutes parce que personne ne retrouvait les dossiers du projet de Highland Park, des dossiers que j'avais organisés et entretenus, et dont personne d'autre ne connaissait le fonctionnement. « Tu veux un travail ?» lui ai-je demandé. « Oui, s'il te plaît. »« Quand ?»« Demain. »
Amy est devenue ma responsable de bureau pour 55 000 $ par an, soit 15% de plus que ce que Patrick lui payait. Chaque centime en valait la peine, parce qu'elle connaissait mes systèmes d'organisation et pouvait être opérationnelle immédiatement. La 4e semaine, j'ai embauché 2 architectes juniors qui avaient travaillé sous mes ordres chez Sterling. Tous 2 avaient quitté l'entreprise volontairement après avoir vu le chaos et compris que le navire coulait. Le premier était Kevin, le même que Patrick avait promu pour me remplacer, avant de réaliser qu'il était totalement dépassé. Kevin m'a appelé au 18e jour, la voix désespérée. « Jordan, je me noie ici. Patrick exige que je règle des problèmes que je ne comprends même pas. Vanessa me rejette tout sur le dos, et je travaille 90 heures par semaine en essayant d'apprendre des systèmes que tu as mis des années à développer. J'en ai fini. Viens travailler pour moi. 68 000 $ pour commencer, 40 heures par semaine, et je te formerai correctement au lieu de te jeter dans le grand bain. » La seconde était Rebecca Santos, une architecte talentueuse coincée chez Sterling à faire du simple dessin technique, parce que Vanessa s'appropriait constamment ses idées de conception. Elle cherchait une porte de sortie depuis des mois, mais était restée à cause d'un marché compétitif. L'effondrement de Sterling lui a donné l'impulsion nécessaire. « Je veux faire un travail qui a du sens », m'a-t-elle dit lors de l'entretien. Pas seulement des maisons de luxe pour des gens qui ont trop d'argent et pas assez de goût. Je veux concevoir des bâtiments qui servent réellement les communautés. C'est exactement ce qu'on fait ici. Quand peux-tu commencer? Nous avons installé un petit bureau dans le West Loop, 1200 pieds carrés, murs en briques apparentes, beaucoup de lumière naturelle, rien de tape à accent grave-l'œil. Le loyer était de 3400 $ par mois, facilement couvert par un seul contrat de conseil. J'ai acheté du mobilier d'occasion lors d'une liquidation de fournitures de bureau, trouvé de bonnes affaires sur les ordinateurs et les licences logicielles. Coût total de démarrage, 18 000 $, payé sur mes économies, sans toucher aux revenus clients. Chiffre d'affaires du premier mois, 187 000 $ répartis sur 9 contrats différents. Après les dépenses et la masse salariale, 94 000 $ de bénéfices. J'avais gagné plus en un mois que ce que je gagnais en un an chez Sterling, et, pour la première fois depuis des années, j'aimais réellement mon travail. Mais la véritable satisfaction venait d'ailleurs, voir l'empire de Patrick s'effondrer. 6 semaines après ma démission, Patrick s'est présenté dans mon nouveau bureau. C'était un mardi matin. J'étais en train de vérifier des calculs structurels pour un projet de centre communautaire, un budget modeste, mais un travail utile, qui servait réellement les gens au lieu de flatter l'ego d'un dirigeant. Mon assistante a fait sonner l'interphone. « Jordan, il y a quelqu'un pour toi. Il dit que c'est ton père. » J'ai regardé l'écran de la caméra de sécurité. Patrick se tenait dans le hall, l'air pluvieux. L'arrogance qui autrefois lui tenait le dos bien droit avait disparu. Il ressemblait à un homme qui portait un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. « Faites-le entrer, » ai-je dit. Il est entré lentement dans mon bureau, observant les murs en briques apparentes, l'éclairage moderne, l'efficacité épurée d'une entreprise qui était réellement solvable. Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas proposé de café ni de chaise. Je suis resté assis derrière mon bureau, les mains posées sur un jeu de plans. « Vanessa est partie », a-t-il dit après un long silence. « Je l'ai licenciée ce matin. Elle part en Arizona chez sa tante. » J'ai hoché la tête. C'est sans doute plus prudent. Le cadre de la tech a réglé l'affaire. Ça m'a coûté 2 800 000 $. J'ai dû vendre la maison au bord du lac pour couvrir la somme. Je sais. Il a fait un pas en avant sans s'asseoir. On ne peut pas terminer Highland Park sans la licence de l'EcoFrame. Les entrepreneurs menacent de partir. La banque appelle tous les jours. Ça a l'air compliqué. Je suis venu te faire une offre, Jordan. Il s'est arrêté, comme s'il annonçait quelque chose qui devait me remplir de joie. Reviens. Pas comme directeur de projet, mais comme PDG. Je me retire au poste de président du conseil. Tu obtiens le contrôle opérationnel total et 51% des droits de vote. Toute l'entreprise est à toi. C'était l'offre dont j'avais rêvé toute ma vingtaine, la reconnaissance pour laquelle je m'étais battu. Il admettait que j'étais le seul capable de diriger l'entreprise, et il essayait de me vendre mon propre héritage. Où est le piège, ai-je demandé, d'une voix neutre. Tu concèdes sous licence la propriété intellectuelle à l'entreprise. On termine les projets. On reconstruit la réputation. C'est un héritage Sterling, Jordan. Il t'appartient. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas un titan de l'industrie, pas même un père. Juste un homme désespéré, debout dans les ruines de ce qu'il avait détruit, essayant d'échanger des cendres contre le salut. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pardon? La réponse est non. Je ne veux pas du poste. Je ne veux pas des actions. Je ne veux pas de l'héritage. Tu es obstiné. Je t'offre tout ce que tu as toujours voulu. J'admets que tu avais raison. Tu as gagné. Je n'ai pas gagné, Patrick. Je me suis échappé. C'est différent. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La skyline de Chicago s'étendait devant moi, remplie de bâtiments que j'avais aidé à créer et de ceux que je concevrais à l'avenir. Tu crois m'offrir un empire, mais tu m'offres un site toxique. L'entreprise est endommagée, la marque est compromise et la culture est pourrie. Si je revenais, je ne construirais rien.
Je passerai la prochaine décennie à nettoyer tes dégâts. Je me suis tourné vers lui. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle je dis non. C'était le moment décisif, la coupure finale. Tu ne m'as pas élevé, Patrick. Tu m'as géré. Tu as traité ma loyauté comme une ressource renouvelable que tu pouvais exploiter pour le profit. Tu exigeais de la dévotion, mais tu n'offrais qu'un emploi conditionnel. Je suis ton père, a-t-il murmuré. Et moi, je suis une entité juridique distincte. Rompre le lien du sang n'est pas de la malveillance. C'est de l'autopréservation. C'est le seul moyen de te sauver d'un système qui te voit comme une ressource, pas comme une personne. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assis. Si je reviens, j'accepte l'idée que ma valeur dépend de ton approbation. J'accepte d'être un Sterling d'abord et une personne ensuite. Je rejette cette idée. Je ne sauve pas le nom Sterling. Je sauve Jordan. Il m'a regardé longtemps. Le silence était lourd et définitif. À ce moment-là, il a compris qu'il n'avait plus aucun levier. Il ne pouvait pas me licencier, il ne pouvait pas me renier, il ne pouvait même pas me culpabiliser, parce que le compte était clos. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé enfin. « Avec les brevets ? Je vais les concéder sous licence à d'autres cabinets, des concurrents, des constructeurs qui paient leurs factures et respectent leurs architectes. L'Ecoframe construira des milliers de maisons, Patrick. Simplement pas les tiennes. » Il a hoché lentement la tête. Il n'a pas dit au revoir. Il s'est simplement retourné et a quitté mon bureau, les épaules affaissées, avançant vers un avenir qu'il n'avait pas prévu. Je l'ai regardé partir par la fenêtre. Je n'étais ni triste, ni triomphant. J'étais simplement lucide. Je me suis retourné vers mon bureau. Les plans du centre communautaire m'attendaient, un projet qui servirait de vraies personnes, bâti sur des fondations que j'avais moi-même posées. J'ai pris mon crayon. La ligne était droite. La structure était solide. Et pour la première fois de ma vie, la conception m'appartenait entièrement. Les amis, nous sommes tout près d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Cela nous aide énormément à franchir ce cap des 100 000. Merci de rendre ce rêve possible.